chers invités. Je suis très heureux de participer à cette activité de réflexion et d'échange touchant le patrimoine religieux organisée dans le cadre de la première édition de l'événement Du cultuel au culturel. Municipalité du Québec, laïcité et transformation religieuse est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Le sujet résonne particulièrement ici à Saint-Hyacinthe, car nous comprenons bien les défis liés à la requalification de nos édifices religieux patrimoniaux et aux enjeux contemporains qui s'y rattachent. Mais au-delà de la préservation des bâtiments, il est tout aussi essentiel de continuer à faire vivre les valeurs qu'ils symbolisent. La compassion, le respect, l'entraide et la solidarité. Ces principes profondément enracinés dans les enseignements religieux restent des fondations précieuses pour bâtir une communauté plus inclusive et bienveillante. J'espère sincèrement que cette rencontre enrichira nos réflexions sur l'avenir du patrimoine religieux et de la place qu'il occupe dans notre société. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité que je me joins à vous cet après-midi. Saint-Hyacinthe, c'est une ville riche de son histoire, une ville artistique et culturellement vivante, une ville accueillante et inclusive, mais ça, peut-être que vous le saviez déjà. Comme le mentionnait M. Beauregard, la société québécoise est en profonde réflexion. Saint-Hyacinthe n'y échappe pas. Comment transformer notre patrimoine religieux en culturel? Comment préserver et transmettre cet héritage à l'ensemble des citoyens? Le Conseil de ville est maintenant vraiment unanime. Il est important d'améliorer la vitalité culturelle de Saint-Hyacinthe, de préserver, mettre en valeur le patrimoine immobilier, mobilier et immatériel de la ville. Et quel beau centre-ville que j'ai découvert lors de ma visite il y a quelques semaines. Et je ne le dis pas par complaisance, parce qu'ils disent « ouais, elle fait des compliments parce qu'elle est là ». Mais il y a beaucoup de villages et villes du Québec, grosses et moins grosses, qui ont sacrifié la beauté de leur architecture au fil des ans. Et lorsque j'ai vu le centre-ville de Saint-Hyacinthe, j'ai compris que ça n'avait pas été le cas ici. Et vous en goûtez les fruits, c'est la beauté de vos arbres centenaires, de vos magnifiques résidences et de tous ces édifices, d'ailleurs autour desquels on a des projets tout à fait remarquables. Donc, bravo. Et pourquoi je suis ici? Comme on vous l'expliquait, je travaille sur le patrimoine religieux depuis plusieurs années au Québec, mais je travaille aussi sur un projet sur les municipalités et la laïcité. Et je suis allée déjà dans plusieurs villes du Québec pour discuter avec des élus, avec des fonctionnaires, pour savoir un peu tout ce qui se passait, et je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, il y a 3 étapes aujourd'hui dans la visite. J'anticipe la 3e. Je ferai à ce moment-là très brièvement le bilan des défis qui nous attendent au Québec autour du patrimoine religieux. Mais je vous dirais que j'anticipe pour vous dire que ça bouge au Québec. Il se passe beaucoup de choses au Québec sur ces questions-là. Et vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2011, il y a des pouvoirs acquis qui ont été donnés aux municipalités. Ils ont un pouvoir de ce qu'on appelle la citation du patrimoine. Ça peut être un cadeau à double tranchant, parce que ça coûte cher, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher aussi aux propriétaires privés qui ont des édifices cités. On voit beaucoup de récits dans les médias des complexités que ça donne à voir, mais je pense que c'est important de développer au Québec une tradition de la préservation du patrimoine. C'est déjà le cas, mais c'est peut-être pas assez solide encore un peu partout. Alors, citer, ça veut dire identifier, reconnaître, protéger un patrimoine, mais c'est très important. C'est pas en soi parce que c'est beau ou important, c'est pour la communauté. Alors ça, c'est très, très important. On le fait parce que l'élément qu'on va citer est un témoin historique important. Ça peut illustrer une activité religieuse, mais pas seulement religieuse. Ça peut être industriel, ça peut être culturel. L'histoire du Québec a plusieurs dimensions. Ça peut être de la production agricole, notamment, qui est une des grandes forces de Saint-Hyacinthe. Et dans un guide qui est accessible en ligne pour les municipalités sur la question de la citation du patrimoine, on dit que on va citer si
Le patrimoine représente un témoignage propre à la collectivité dont il est issu. Donc, on ne cite pas n'importe quoi, hein? Et ça peut favoriser la connaissance de cet élément, la mise en valeur, mais aussi, et je trouve ça assez intriguant de le lire, le sentiment d'appartenance. On peut se poser la question, pourquoi sauvegarder le patrimoine favoriserait le sentiment d'appartenance? Bien, parce que ça nous appartient en commun. Hein, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde, très significatif, et ça nous permet de nous souvenir d'aspects de la vie collective en commun. Pour les plus anciens mascoutins et mascoutaines, mais aussi pour les nouveaux. Hein, les initiés à la vie de Saint-Hyacinthe, c'est très important pour eux d'avoir affaire à ce patrimoine qui est l'écho de générations passées qui ont réalisé des choses importantes. Vous savez, même dans une résidence privée, le bijou de grand-maman, le vison de ma grande-tante, le tableau de ma grand-mère, hein, même si c'est dans une résidence particulière, toute la famille y tient et on se remémore souvent cette mémoire des objets. Et de la même façon, une ville a aussi besoin d'un tableau de grand-maman, d'un bijou de grande-tante, d'un outil du grand-oncle, mais ça s'appelle, à distance, si vous voulez, à dimension municipale, ça s'appelle édifice patrimonial, ça s'appelle outil patrimonial et ainsi de suite. Mais c'est la même chose, ça a la même importance que dans une famille. Alors, qu'est-ce qui se passe au Québec en matière de patrimoine? On parle, et ça c'est un autre mot, de requalification. Il en est question à Saint-Hyacinthe, c'est-à-dire lorsqu'un édifice change d'usage. Le plus connu étant l'usage religieux, une église active avec une population pratiquante cède son église, vend son église pour un autre usage. On change de propriétaire, ils peuvent être privés ou publics, et on change de fonction. À travers le Québec, il y a des églises qui sont devenues des bibliothèques, il y a des églises qui sont devenues des musées, des centres artistiques, et c'est vous avez le monastère qui va devenir un centre d'histoire, l'église un musée, c'est tout à fait je vous dirais, dans la tradition préférable, parce que les gens regrettent lorsque ce patrimoine est ou bien détruit, ou bien cédé ou privé parce qu'on n'a pas le choix, et que ça donne lieu à des projets, finalement, qui ne contribuent pas à la commémoration du patrimoine. Mais j'y reviendrai. Alors, il y a des initiatives un peu partout. Il y a même des salles artistiques. Il y a même, je pense, dans une des villes, de l'escalade qui se fait dans une église. Et j'ai parlé à beaucoup de citoyens, citoyennes qui ont des rêves, hein, qui sont en train d'imaginer des choses à travers le Québec, même si ce n'est pas réalisé encore. Il y a des obstacles, il y a des échecs aussi, mais il y a beaucoup de courage, de succès et de bonnes idées. J'insisterai en commençant sur 4 aspects. Alors, vous savez, on parle du cultuel au culturel. C'est vrai, hein? Un monastère qui se transforme en centre d'histoire, une église qui se transforme en musée, évidemment, ça, c'est tout à fait du cultuel, c'est-à-dire le culte, le religieux qui devient plus culturel dans son intérêt et dans ses fonctions. Mais vous savez que, et ça, je viens de le découvrir, il peut y avoir fonction mixte. Par exemple, à Saint-Modeste, je vous en parlerai à la toute fin, c'est un tout petit village, mais c'était un cas particulier. Ils n'avaient pas de salle municipale, ils n'avaient pas de bibliothèque. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de chicanes. C'est souvent le cas autour du patrimoine, c'est très émotif, hein? C'est beaucoup d'émotions là-dedans. Eh bien, ils ont fini par requalifier. C'est devenu une salle multifonctionnelle avec la sacristie devenue la salle du conseil, mais aussi une salle où on célèbre la messe une fois par semaine. Et puis, dans le fond de la sacristie, c'est devenu une bibliothèque. Extraordinaire! Chicoutimi. La ville a récupéré l'une des églises dans le nord de Chicoutimi et c'est devenu une salle multifonctionnelle et on y célèbre encore la messe, imaginez. Alors, il y a des usages mixtes, culturels et cultuels qui sont possibles. Alors, ce n'est pas en jeu en ce qui vous concerne, mais pour d'autres églises, sachez que la laïcité n'empêche pas de tels usages mixtes. J'y reviendrai. En deuxième lieu, ce n'est pas parce qu'un lieu appartient à un groupe religieux qu'il ne peut pas servir à autre chose.
Peut-être que ça va de soi pour certaines d'entre vous, mais il y a de la location qui est possible de locaux, il y a du partage, il y a des activités autres dans une église, il y a des activités scolaires, communautaires qui sont possibles. En troisième lieu, c'est très important que les acteurs et les actrices se parlent. Ça semble aller de soi, eh ben non. Eh ben non. Je peux en témoigner. Il y a des beaux succès, mais j'ai fait des interviews dans certaines petites villes où certaines personnes me disaient quelque chose, d'autres autre chose, parce que manifestement, la communication ne se faisait pas. Alors, Victoriaville est un beau modèle en ce sens. Victoriaville a vu venir le défi du patrimoine. Ils ont convoqué d'eux-mêmes les acteurs religieux et les citoyens communautaires, culturels. Ils ont formé une table ensemble pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 et 20 prochaines années. J'y reviendrai. Enfin, très important aussi, si un lieu n'est plus actif religieusement, là on parle de patrimoine religieux, est-ce qu'on attend? Puis là, on le voit, on voit une tuile tomber, on voit une roche craquer. Est-ce qu'on... Non, on peut avoir des fonctions transitoires en attendant que la fonction définitive soit trouvée. C'est ce qu'on appelle tester les missions possibles, potentielles, éventuelles d'un édifice. Alors, n'abandonnez pas vos édifices parce qu'ils ne sont plus religieusement actifs. Investissez-les tout de suite. Et j'ajouterais que dans cette ligne transitoire, j'ai visité des magnifiques églises dans certaines régions où je suis allée, encore actifs. C'est encore le Conseil des Marguilliers, tout le monde est là. Puis là, il y a une attente. Ils disent « Ouais, mais dans quelques années, il faudrait que ça soit autre chose. » Puis là, je leur ai dit « Mais commencez autre chose. Videz la sacristie. » Ils ont dit « Ouais, il y a des nouveaux habitants là, dans le village ou dans la ville, puis ils ne nous connaissent pas. » J'ai dit « Videz la sacristie, organisez un café le dimanche. » Voyez-vous? C'est comme si c'était tout l'un ou tout l'autre. Hein? Tu es actif, donc là tu es bien concentré. Et tu es dans ta bulle un peu. Hein, parce que les gens, parfois, sont intimidés. Une église active, s'ils ne sont pas pratiquants ou croyants, ils ne seront pas portés à y mettre les pieds, à moins qu'il y ait une activité culturelle plus large. Alors, voyez-vous, il faut penser à la mixité des lieux, il faut ouvrir les lieux, il faut que la population s'approprie les lieux, actifs, non actifs et requalifiés. Alors, donc, l'équipe de Marcel Leblouin, Daniel Leblond et Paul Foisy m'ont invité. Et j'ai fait la visite avant vous tous et vous toutes, je dois vous le dire. Je suis désolée de vous le dire. J'ai eu ce privilège. C'est fantastique. Je vais vous donner mes impressions aussi aujourd'hui. Parlons de la bibliothèque. Nous nous sommes réunis le matin. Et là, à un moment donné, la directrice nous a dit « Ah, là, les gens vont entrer. » Donc là, on s'est déplacés. Et qui on a vu entrer? Des mamans avec leurs jeunes enfants. Et tout à l'heure, je suis arrivée par le devant de la bibliothèque et j'entendais les jeunes enfants. Hein? Alors, c'est la vitalité. Hein? Les lieux culturels, c'est la vitalité d'une ville. Les familles, je le sais parce que je garde des petits-enfants. Des fois, je cherche des activités. Là, tu cherches sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y a les bibliothèques. Alors, les pôles culturels, c'est là pour donner de la vie, des activités aux jeunes familles, hein? Aux gens, aux retraités. Hein, qui ont du temps. Alors, les autres lieux dont on nous parle aujourd'hui pourraient offrir des activités pour les familles, pour les jeunes enfants, pour ces personnes qui sont en quête d'activités culturelles, sans compter les touristes, évidemment. Alors, je trouve que le projet est très pertinent. Et avant d'amorcer la visite, je vous laisse sur une distinction fondamentale que vous connaissez sans doute déjà, celle entre patrimoine matériel et immatériel. Patrimoine matériel, vous le connaissez, c'est les bâtisses, les objets, les sculptures, les peintures, hein? Les photos. J'aurais dû vous inviter à diffuser le diaporama pendant que je parlais. C'est pour ça que je n'ai pas apporté de PowerPoint. Je voulais que les gens continuent à regarder le diaporama. On peut le repartir pour terminer si vous voulez. Mais l'UNESCO, et je vous invite à visiter leur site, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils ont consacré patrimoine matériel ou immatériel, plusieurs pratiques et lieux à travers le monde, et sur leur site, vous les voyez. Vous voyez des photos magnifiques. Bien, le voilà, ça repart avec la petite musique, c'est bien ça.
Alors donc, il y a le patrimoine culturel matériel, mais aussi immatériel, les fêtes, les pratiques culturelles, les traditions orales. Et tout à l'heure, je vais risquer de parler un peu de la tradition immatérielle d'Aurélie Cahouette à la deuxième étape. Alors, il est menacé, ce patrimoine immatériel aussi. Les bâtiments, on le sait, ils sont davantage préservés lorsqu'on s'y met, mais l'immatérialité, elle peut tomber dans l'oubli. Hein, c'est l'oubli qui menace l'immatérialité. Et au Québec, en Amérique du Nord, on a ce réflexe comme dans les maisons. Vous savez, dans les maisons des années 60-70, on avait des antiquités qui valaient une fortune. On se dit, je suis tannée de mes vieilles affaires. On les met à la rue, on s'en va chez un magasin de meubles, tout neuf. Hein? C'est comme ça, le patrimoine immatériel. On est porté à le saborder, à le liquider, parce qu'on n'est pas confortable avec cette tradition. Mais il faut penser que dans 50, dans 100 ans, l'inconfort va avoir évolué et les générations futures vont nous être reconnaissantes d'avoir transmis aussi le patrimoine immatériel. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit du patrimoine religieux. Il faut le préserver aussi parce que, avec la globalisation actuelle, eh bien, il y a une tendance à homogénéiser tout le culturel, tout le monde pareil. Hein? Alors que ce qui vous caractérise à Saint-Hyacinthe, ce sont ces traditions matérielles et immatérielles inestimables. Il n'y en a pas de comparable ailleurs. Alors, c'est important de le préserver parce que vous faites partie de la diversité culturelle humaine. Alors donc, la prochaine étape portera sur un patrimoine bâti, mais aussi immatériel, et je ferai quelques réflexions sur ce patrimoine immatériel à la prochaine étape. Il s'agit ni plus ni moins, et ça, c'est énorme, énorme. C'est le premier monastère au Canada. C'est énorme, hein, comme précédent historique. Je l'ignorais avant de venir ici et je vais en apprendre avec vous et vous toutes et vous tous aujourd'hui beaucoup et je vous remercie.